Le terme de bioluminescence vient à la fois d'une étymologie grecque et latine, bios qui signifie vie en grec et lumen qui signifie lumière en latin. Ensemble, ces deux termes permettent de décrire le phénomène de production et d'émission lumineuse issu d'un organisme vivant. La production lumineuse est due à la réaction chimique entre deux éléments, une protéine substrat et un enzyme, respectivement nommés la luciférine et la luciférase. La bioluminescence est donc la production de lumière sans incandescence permettant de qualifier cette dernière de lumière froide. Plus de 700 espèces ont été recensées comme étant bioluminescentes, que ce soit sur Terre ou en mer. Il est bien entendu que la majorité de ces espèces se retrouvent dans les profondeurs marines. Dans l'Antiquité, il y a pour la première fois une notion de bioluminescence évoquée dans un livre chinois datant entre 1500 et 1000 avant Jésus-Christ. Ce livre s'intitule le Livre des Odes et évoque la bioluminescence observée chez les vers luisants ou encore les lucioles. Un demi-siècle plus tard, les Grecs observent et retranscrivent les impressions qu'ils ont eues sur la surface de la mer phosphorescente entre 610 et 546 avant Jésus-Christ. Homère et d'autres écrivains de l'époque évoquent explicitement des créatures luminescentes telles que les méduses ou encore des insectes. Au Moyen Âge, en 400 ans avant Jésus-Christ, Aristote décrira dans son œuvre Météorologia les aurores boréales. Durant le 1er siècle après Jésus-Christ, de nombreuses espèces sont découvertes qui présentent des signes de bioluminescence tels que du bois pourri phosphorescent, des plantes lumineuses ou encore le poisson lanterne. Étant donné que cette période est marquée par une croyance incorruptible, les phénomènes de bioluminescence sont plus ou moins associés aux manifestations des esprits. La Renaissance, c'est à cette période que les recherches sur la bioluminescence prennent de la notoriété avec la sortie de quelques ouvrages qui vont révolutionner l'approche que nous avions sur ce phénomène jusqu'à présent. Gonzalo Fernández Oviedo publiera en 1400 un livre détaillant une multitude d'insectes ayant recours à ce phénomène. Par la suite, l'historien Konrad Gessner publiera en 1555 un recueil qui rassemblera la totalité des découvertes faites jusqu'à présent. Cet ouvrage lancera réellement les recherches sur ce phénomène. Vers la fin du XVIIe siècle, il est noté que le feu n'est plus la seule source de lumière, mais la bioluminescence en fait partie. C'est notamment Isaac Newton qui fera partie des personnes voulant prouver cela suite aux observations de la surface de la mer lors du passage d'un navire. Le plancton stimulé produit des nuages lumineux à la surface de la mer. Durant la même période, il est découvert que cette réaction chimique ne peut s'effectuer qu'en présence de dioxygène, permettant l'oxydation. Benjamin Franklin émet en 1753 l'hypothèse que certaines bactéries peuvent produire de la bioluminescence en parfaite autonomie. Quelques années plus tard, l'hypothèse avancée le siècle précédent est démontrée en ce qui concerne la nécessité de dioxygène pour la réaction chimique. Il est également découvert vers la fin du siècle que la molécule d'eau est indispensable à ces phénomènes. Nous arrivons maintenant au XIXe siècle, et c'est durant cette période qu'il y a une réelle distinction entre la physique, la chimie et la biologie. Charles Darwin s'intéresse également à la bioluminescence en étudiant les cadavres de méduses qui émettent encore des ondes lumineuses après leur mort. C'est en 1860 que les fameux réactifs responsables de la bioluminescence sont découverts, la luciférine et la luciférase, par le physicien français Raphaël Dubois. Il établit pour la première fois l'équation chimique de cette réaction. Enfin, le XXe siècle est la période qui fait réellement basculer la compréhension de la bioluminescence grâce à la découverte du luminol. Il est donc maintenant possible de reproduire synthétiquement le phénomène de bioluminescence, c'est la chimiluminescence. En 1930, le luminol est synthétisé pour la première fois, soit 20 ans après sa découverte. C'est seulement dans les années 50 qu'un chercheur anglais explique que le phénomène de bioluminescence nécessite des ions magnésium et d'adénosine triphosphate. Nous allons maintenant parler des réactions chimiques prenant place au sein de ces espèces vivantes, en prenant comme premier exemple les lucioles. Donc le principe de réaction de la bioluminescence est relativement simple. Les acteurs majeurs de ce phénomène sont la luciférine qui est une protéine substrat et la luciférase qui est un enzyme catalyseur. Le principe de cette réaction naturelle peut être décomposé en plusieurs étapes clés. Donc, premièrement, la protéine substrat appelée luciférine se voit catalysée par l'enzyme catalyseur, qui est la luciférase, ainsi que les ions magnésium. L'adénosine triphosphate subit alors une rupture libérant de l'énergie au niveau de la réaction et se transforme en adénosine monophosphate qui se fixe à la luciférine. Suite à cette réaction, il y a libération de pyrophosphate inorganique. La luciférine liée à l'adénosine monophosphate devient donc la luciférine adénylate. Ce dernier élément est ensuite oxydé à l'aide des molécules de dioxygène pour enfin se transformer en ion peroxyluciférine adénylate organique. L'acide carboxylique ainsi que la luciférase sont ensuite dissociés pour obtenir l'oxyluciférine. Cette dernière retournera par la suite à un état stable après libération d'énergie, de CO2 et enfin de lumière. Aujourd'hui, nous pouvons également observer le phénomène de bioluminescence au niveau des bactéries, qui ressemble fortement au principe de bioluminescence des lucioles. Il y a toujours une réaction entre luciférine et luciférase. Donc, les 4 éléments chimiques présents lors de cette réaction sont la luciférine, qui est un enzyme catalyseur, la flavine mononucléotide réduite FMNH2, qui fait office de luciférine, un aldéhyde et de l'oxygène moléculaire.
Le principe de cette réaction est grossièrement similaire à la bioluminescence des lucioles. Suite à l'enclenchement de la réaction, l'aldéhyde et la flavine mononucléotide réduite sont oxydées, permettant de qualifier cette oxydation de double. Afin d'avoir une réelle approche du sujet, voyons voir ce qu'il se passe à l'échelle atomique. Le phénomène de bioluminescence est possible grâce au changement d'état des électrons présents sur les couches externes des atomes excités. Nous pouvons définir l'excitation d'un atome lors du passage d'un électron d'une couche électronique inférieure stable à une couche supérieure plus éloignée dite instable ou excitée. Ce changement d'état est dû à une absorption d'énergie par l'atome résultant en un déséquilibre interne. Tout corps ne pouvant rester éternellement dans un état instable se verra retourner à une structure plus stable par la suite, signifiant que l'électron va inévitablement retourner sur sa couche électronique stable initiale. Lors de l'excitation de l'atome, de l'énergie a été absorbée pour modifier la structure de l'atome. Il est donc inévitable que cette énergie soit par la suite libérée sous n'importe quelle forme possible. Nous avons en l'occurrence ici libération d'un photon lumineux, il y a donc production de lumière. Le phénomène de rayonnement est donc simplement le passage de cette énergie à travers l'ensemble des électrons présents sur les couches de l'atome. Un électron va absorber de l'énergie, l'éloignant de son orbite originale sur une couche instable. Lors de la libération du photon par la suite, un autre électron va à son tour subir le phénomène similaire. Par réaction en chaîne, nous pouvons observer un phénomène de rayonnement de l'élément. Il faut savoir qu'un photon est une particule ne comportant pas de charge qui se déplace à la vitesse de la lumière et dont la masse est nulle. Le phénomène peut donc être expliqué en 3 étapes. Premièrement, l'atome reçoit un excès d'énergie excitant l'électron. Deuxièmement, l'électron chargé d'énergie en excès se déplace sur la couche excitée supérieure. Et enfin, l'électron retourne à son état initial tout en libérant l'énergie qu'il avait absorbée au préalable. Parlons maintenant des longueurs d'onde lumineuses. Les couleurs peuvent varier sur la totalité du spectre lumineux quand on observe la bioluminescence, allant de l'infrarouge à l'ultraviolet. L'œil humain ne peut percevoir que les longueurs d'onde situées entre 400 et 800 nanomètres, allant de l'ultraviolet à l'infrarouge. Dans les profondeurs maritimes ou dans les endroits privés d'apports lumineux, nous pouvons observer que les spectres les plus perceptibles sont d'abord le bleu, puis le vert, et enfin le rouge, qui n'est pratiquement pas visible dans ces conditions. Selon les nécessités, les espèces ont su adapter la fréquence et les longueurs d'onde émises au plus efficace pour elles. Des émissions qui tendent vers le bleu lorsque l'objectif est d'attirer l'œil des proies de loin ou encore de pouvoir s'éclairer. A l'inverse, lorsque l'objectif est de rester discret, il est préférable d'émettre des lumières ayant une longueur d'onde plus élevée, comme le rouge. Il faut savoir que les longueurs d'onde qui se déplacent dans l'eau ne subissent pas les mêmes déformations que dans le vide. La perte de l'intensité lumineuse se fait de manière exponentielle selon la longueur d'onde émise dans ce milieu. Ce phénomène est appelé le phénomène d'absorption sélective et il est causé par deux choses, les vibrations générées par la transmission lumineuse et les déformations des molécules d'eau dues à l'absorption de lumière. La couleur de bioluminescence prédominante sous la surface de l'eau est donc le bleu, car les espèces s'adaptent par rapport à l'environnement dans lequel elles se trouvent. C'est pour cela que les espèces terrestres tendent à émettre des lumières vertes dues à la flore environnante.